C'est bien. Bien, bonjour Pierre Assouline. Donc bonjour à tous d'abord. Merci d'être voilà, d'être là. Et merci beaucoup Pierre Assouline d'avoir accepté d'être notre invité dans ce café littéraire qui a commencé avec le confinement, hein, pour information, et qui continue, qui se poursuit tant qu'on est en période de déconfinement. On verra bien tant que voilà, apparemment ça se passe bien. Donc pour l'instant, on continue. On ne vous présente pas Pierre Assouline, l'écrivain, le biographe, le romancier, membre de l'Académie Goncourt, l'homme de lettres, et c'est forcément incomplet lorsque je dis ça, parce qu'il y a encore tout un tas de qualités qui vont avec votre nom. Et donc vous êtes journaliste, évidemment aussi, chroniqueur littéraire, c'est vous qui avez lancé La République des livres, qui est un blog littéraire, le premier blog littéraire en France, qui est excellent, je vous le recommande. Et puis surtout, vous écrivez énormément et vous lisez énormément. Et moi, j'aimerais parler de ça. Parce que, alors certes, vous avez une actualité qui est encore une actualité, on en a déjà parlé, en l'occurrence à la librairie Kléber à Strasbourg, puisque vous avez écrit « Tu seras un homme, mon fils », qui est une biographie de… Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Hein? Kipling. Son nom m'échappe, hein, c'est juste parce qu'évidemment, voilà. Une biographie de Kipling. C'est plutôt un roman qu'une biographie. Hein. Oui, exactement. C'est un roman, mais comme c'est un roman sur un personnage, parfois on confond les deux. Exact. On peut parler de roman biographique? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les livres, surtout que la plupart des gens qui sont là vous connaissent et ont lu une grande partie de vos livres. Donc, je n'ai pas trop envie de parler de ça, mais tout est ouvert. On a dit qu'on pouvait parler de ce qu'on voulait. Donc, moi, il y en a un qui m'a beaucoup plu, que j'avais acheté quand il était sorti il y a 2 ans ou 3 ans. C'est celui-là. C'est le dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature. Donc, comment dire, c'est un autre style, évidemment, puisqu'on n'est ni dans le roman ni dans la biographie, enfin, quoique il y a plein de petites biographies dedans, mais je l'ai pas mal parcouru, et c'est très amusant et très plaisant à lire. Et du coup, j'ai envie de parler avec vous, que vous nous parliez de votre relation au livre et de votre relation aux écrivains. Et vous dites des choses, vous commencez le livre, le dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature, vous le commencez en disant « Ce n'est pas pour me vanter, mais je hais les livres. Paradoxalement, je peux les voir en peinture, mais uniquement en peinture. Un autre, ce sera les voyages des explorateurs. Moi, juste les livres, il faut dire que je vis avec eux, en eux, parmi eux, depuis longtemps. » Alors, et puis vous dites, le phénomène atteint son acmé dans les périodes de déménagement, le moment idéal pour faire le vide. Donc, on comprend que vous n'aimez pas les livres aussi parce qu'ils vous encombrent, ils prennent la poussière, vous essayez de vous en débarrasser, mais vous n'y arrivez pas. Et puis à la fin, un peu plus loin, on est rassuré, vous dites, vous avez compris que cette haine dont je me targue n'est pas le sentiment inversé de l'indifférence, mais le passager clandestin de l'amour. On sait que lorsque celui-ci est durable, il ne peut s'épanouir longtemps dans la passion, sentiment trop intense pour les longues traversées. Elle se transforme alors en complicité, intimité, empathie, connivence, solidarité, fraternité, amitié. Voilà le registre des sentiments qui me lient désormais au livre. Donc, ça, c'est ce sentiment qui vous lie au livre. Vous vous définissez, vous êtes forcément un immense lecteur, hein, puisque vous êtes critique littéraire. Et cependant, lorsque vous parlez des auteurs, vous dites qu'il y en a certains qui gagnent à ne pas être connus. Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment est venue cette relation passionnelle que vous avez au livre, et ensuite aussi à leurs écrivains, et ensuite au rapport que vous avez eu avec certains écrivains. Ça sera la deuxième partie. Mais au moins au début, bien, sur les livres. En fait… Normalement, elle parle devant un micro, non? Ah, il y a quelqu'un qui… Alors, s'il vous plaît, je vous demande d'éteindre vos micros. Est-ce que c'est Marthe? Non. Bah, Marthe, il ne faut pas parler. Voilà, il faut éteindre. Je n'ai pas le son du tout. Ah. Attendez, je vais éteindre. Et là, on ne t'entend plus. Non, on ne t'entend plus.
Gabriel, allô, Gabriel? Non. Je n'entends rien, c'est une catastrophe. Oui, Non, mais pour le moment, il n'y a rien. Ils n'entendent rien. Ils n'entendent pas eux. S'il non, vous plaît, non, non, attends, je vais faire taire tout le monde là, ça va pas. Il faut couper les micros à tous et, euh, et comme ça après on peut parler. Voilà, mais tout le monde, non, hop, voilà, allez. Ça a l'air d'être bon là, Pierre. bon. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Alors, bon, moi, le rapport à la littérature, je pourrais dire que ça commence tout jeune, mais je mentirais un petit peu. Évidemment, j'ai lu tout jeune. J'ai lu comme n'importe qui, et j'ai lu comme tous les écoliers de France et d'ailleurs, mais sans que ce soit quelque chose de compulsif ou d'obsessionnel. J'ai lu les classiques qu'on lit adolescent. Voilà, rien de spécial, rien de particulier, en quelque sorte. En fait, ça s'est déclenché plus tard. Je Est-ce que dirais c'est même, déclenché par une rencontre? non, non, pas du tout. Non, 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 moi, j'étais un lecteur normal à l'école, voilà, encouragé par ma mère qui m'encourageait à lire, et donc j'ai lu Jules Verne et tout le reste. Mais disons que le déclencheur de la lecture s'est fait vers 16-17 ans, mais avec des livres d'histoire, de politique, et le début d'études d'histoire, et puis des conversations avec mon père sur la guerre, qui ont aiguisé ma curiosité. Et donc, ça a été, au départ, ce n'était pas littéraire, c'était des livres, mais ce n'était pas littéraire. Ça me permet de dire aussi que même jusqu'à présent, je n'ai pas de fétichisme des livres. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Aujourd'hui, comme on le sait, il y a des livres en papier, et puis il y a des livres qui ne sont pas en papier. On les appelle des livres. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte. Je lis énormément de livres sur écran, y compris et surtout pour le concours, parce que je ne peux pas me trimballer une cinquantaine de livres dans mon sac pendant tout l'été. Et ça m'arrange parce que je peux écrire par-dessus avec un ordinateur. Donc je ne suis pas fétichiste, même si à une époque de ma vie, vers 20-25 ans, j'ai été bibliophile, j'appréciais les beaux papiers, les belles reliures. Je ne suis pas... Encore une fois, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce Donc, qui compte, oui, c'est aussi les écrivains eux-mêmes oui. qui m'intéressent. Oui. Alors, donc, j'ai bien compris, effectivement, alors je l'ai lu aussi d'ailleurs dans le dictionnaire amoureux, des livres que vous n'avez pas peur, effectivement, des tablettes, enfin de la numérisation des Non, livres. pas du tout, au contraire. Mais je trouve qu'elle rend service. Elle rend service non seulement bon, aux critiques, non, mais elle rend service au lecteur. Parce que le lecteur a accès à une bibliothèque universelle. Oui, Il ne faut pas oublier une chose. Là, vous êtes à Strasbourg, moi je suis à Paris, on descend, il y a une librairie. Bon, un peu moins qu'avant. Vous êtes dans l'Ariège, ou en Corrèze, ou en Ardèche, non pas dans la capitale régionale, mais un peu ça, allez trouver des livres. Ça ne se passe pas comme ça. C'est parfois très difficile, très compliqué. Si vous le commandez par Amazon, en 2 jours, vous l'avez. D'autre part, vous pouvez très bien acheter des chapitres qui vous intéressent et pas tout un livre. Quand vous êtes oui. chercheur, quand vous êtes étudiant, quand vous êtes professeur. Donc tout ça, ce sont d'immenses services que rend la numérisation. Et donc c'est un progrès pour moi. Il n'y a aucun doute, aucun doute. Alors, dans, enfin, dans tout ce que je voulais dire sur les écrivains eux-mêmes, hein, puisque évidemment, les rencontres aussi sont extrêmement importantes. Vous avez écrit quelque part dans ce livre-là, donc Les écrivains sous l'occupation, un roman et biographie qui se passe pendant l'occupation. Il y en aura toujours, donc des gens, pour juger l'œuvre d'un écrivain en fonction de son engagement politique. Alors, vous, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, vous Ah non, différenciez. sûrement pas. Ni en fonction de son engagement politique, ni en fonction d'opinions qui ne sont pas, disons, politiques, comme le racisme ou l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion politique. D'abord, c'est un délit aujourd'hui, et ça ne relève pas de l'opinion politique, c'est autre chose, ça dépasse, ça transcende la politique. Parce que ça concerne aussi bien la gauche que la droite,
et les autres. Je crois que notre amie Marthe Bassussan a des problèmes avec son ordinateur. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est C'est bon. parti en... Et donc, c'est pour ça que, oui, bah, si vous voulez un exemple type, Céline. Oui, J'admire Céline, pas l'homme, l'écrivain. Ça ne veut pas dire que je distingue l'un de l'autre, parce que c'est un tout, mais ce tout ne va pas m'empêcher, à cause de ce que l'homme a été, de lire l'écrivain. Sûrement pas. D'autant que... vous l'aviez rencontré, Céline? Non, Céline, non. J'étais à peine né. Non, trop jeune, oui, pardon. Pardon. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais sa veuve, par exemple. j'aurais pu... Oui, je l'ai connue. Sa veuve, oui. Je l'ai connue, j'ai été chez elle, donc chez lui, plusieurs fois. Et en fait, quand vous parlez de mon rapport aux écrivains, la différence avec beaucoup de lecteurs, que ce soit des lecteurs amateurs ou dilettantes, comme on dit, ou des lecteurs professionnels, c'est que j'ai eu la possibilité, en tant que journaliste, de rencontrer beaucoup d'écrivains, énormément. Beaucoup sont morts aujourd'hui, et je dois dire que c'est un plus. Alors, c'est ça qui me permet de dire que tous les écrivains ne gagnent pas à être connus. Parce que parfois, on peut être déçu. On peut être très déçu parce que... J'entends quelque chose. Bah, je le mets contre l'oreille, oui. Moi aussi, je me comprends, mais après, Et donc c'est les joies du Zoom oui, on connaît non ça. professionnel. Hein, merci. Merci de votre patience. Oui, alors lorsque, effectivement, dans quelque part, j'ai lu, vous dites, vous fustigez le mot échange, c'est-à-dire vous avez toujours adoré rencontrer des écrivains dans leur cadre ou bien autour d'un café, enfin, ou dans leur lieu de travail, là où ils travaillent. Et vous dites, enfin, c'est une rencontre, et vous fustigez le mot échange. Quelle horreur! Surtout pas échanger. Non, ce que je n'aime pas dans le mot échange, c'est qu'aujourd'hui, dans la novlangue courante, euh, quand on dit échanger, on le dit de manière intransitive, ce qui est une faute de français. On va échanger. Non, si on échange quelque chose. C'est ça. Que ce soit un Scooby-Doo, un verre ou ce qu'on veut, on échange Il y quelque a une chose. notion d'égalité aussi. Mais l'échange, c'est une égalité feinte. Là où il y a égalité, c'est dans le dialogue, parce que dialogos suppose une égalité de départ entre les deux locuteurs. Bon, ce n'est pas toujours le cas, hein. Mais sinon, échanger au sens intransitif, ça me tape sur les nerfs. Enfin, il y a beaucoup d'expressions qui me tapent sur les nerfs. Alors un peu plus ou un peu moins. Je déteste la langue d'époque, la novlangue, parce que ça change tous les 3-4 ans. Et c'est une sorte de tic, de mode. Moi, j'aime bien ce qui est durable. Et fort heureusement, cette langue, au bout de 3 ou 4 ans, ça passe, quoi. D'accord. Dans 5 ans, plus personne ne dira échanger. N'ayez crainte. On dira autre chose, hein, parce Oui, qu'effectivement, on dira autre chose. Ouais. ça change sans arrêt. Alors, donc, vous dites, même si vous êtes parfois, enfin, pour vous, c'est une aventure en tous les cas, et vous dites, même si vous êtes parfois déçu par la médiocrité du propos ou la petitesse de l'homme de lettres, c'est toujours une aventure que de découvrir. Oui. Et, Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et puis on ne sait pas si on peut être déçu, mais aussi on peut être déçu en bien. oui, tout à fait. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors, il y a un homme que vous avez rencontré et où, moi personnellement, ça m'a beaucoup intrigué. Vous le racontez dans le livre, le fleuve Combelle. Oui, oui, c'était un monsieur qui a été journaliste, écrivain, et qui a été collaborateur pendant la guerre, qui a été du côté nazi à Paris, un Français. Il avait fondé une revue. Il avait, non, on l'a confié, non, Oui, d'accord. on l'a confié à la direction d'un journal qui s'appelait Révolution nationale, qui était un journal vigiste et collabo, parce que lui, il croyait très sincèrement en la victoire de l'Allemagne sur le bolchevisme. Et que, voilà, et que le reste, eh ben, c'était des dommages collatéraux, que le plus important, c'était la victoire de l'Allemagne sur le bolchevisme. Et il avait une trentaine d'années. Il a payé, puisqu'il a été condamné à mort. Il est resté en France, il a affronté le tribunal et condamné à mort. Et ça a été
transformé en prison à perpétuité. Et comme les trois quarts des collaborateurs, en 1952, il y a eu l'amnistie, il a été libéré. Moi, je l'ai connu bien plus tard. On a été très liés d'amitié, alors qu'on n'avait pas eu tout le même âge ni le même parcours, évidemment. Qu'est-ce qui vous a, comment est-ce que vous êtes allé à lui, vers lui? Vous êtes passionné Très par cette simple, non, époque? non, très simplement, je faisais une enquête pour les nouvelles littéraires sur les secrétaires d'écrivains. Il y a eu pendant très longtemps une tradition de secrétariat d'un écrivain, d'un grand écrivain en général. Et c'était des hommes, hein. Il s'agit pas de, c'est pas la dactylo. Oui, oui. Le secrétaire d'écrivain, c'était celui qui s'occupait de tout son courrier, mais de ses travaux, de travailler aussi à ses travaux, de le seconder. Et la plupart étaient des hommes, et voilà, je fais cette enquête, et on m'avait dit, il y a un type qui s'appelle Lucien Combel, qui a été successivement le secrétaire d'André Gide avant la guerre, celui de Druy-La Rochelle et celui de Céline pendant la guerre, par admiration pour eux. Ah Alors oui. j'ai voulu le connaître, il travaillait au Europe numéro 1, il avait un petit boulot, je suis allé le voir, et ça a été le début de notre amitié. Le fait, on peut pas ne pas parler de ça, puisque ce qui est intriguant, est-ce qu'à ce moment-là, lui, il avait fait enfin, il était revenu sur ses idéaux de la guerre? Est-ce il avait repensé, en particulier l'antisémitisme? Mais Oui, c'est alors ça qui intrigue. il a été revenu, évidemment, puisque il a, à partir de la, de la libération déjà, après la guerre, mais surtout de sa libération en 1952, c'est pas quelqu'un qui a joué l'ancien collabo, fréquentant des gens comme lui qu'il avait connus pendant la guerre et tout. Au contraire, d'abord, il s'est complètement éloigné de la politique et il s'est considéré comme une sorte d'anarchiste, mais dégagé de toute passion politique et de tout engagement politique. Et il m'a souvent dit que sa grande erreur, ça avait été de trahir la littérature pour la politique. C'est pas d'avoir choisi le mauvais camp ou le bon camp, Ah c'est pas oui. ça. D'avoir trahi la littérature pour la politique, qu'il n'aurait jamais dû, parce qu'il voulait avoir un destin d'écrivain, il aurait été un écrivain, je pense. Il a écrit plusieurs livres, hein. Et voilà. Et il s'était Donc, engagé, en fait, il regrettait de s'être engagé en politique pendant la guerre, quoi. oui. Oui, alors un petit peu avant la guerre, parce que comme beaucoup de jeunes, il était Action française, Camelot du Roi, mais pendant l'occupation, il s'est engagé, oui, il s'est engagé très clairement. Euh, il a écrit des éditoriaux, il a écrit pro-allemand, bien sûr. Mm. Et surtout, il ne s'est pas sauvé à la Libération. Il a attendu ses juges pour les affronter. C'est quelqu'un qui avait une grande noblesse. N'empêche que, malgré notre amitié, il y a eu un moment, après sa mort, où j'ai voulu essayer de comprendre comment quelqu'un comme moi pouvait être l'ami de quelqu'un comme lui. Mm. Et donc j'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Le fleuve Combel, qui est un petit livre où je raconte notre amitié et j'essaye de creuser cette amitié pour essayer de voir qu'est-ce qui a pu se passer entre nous pour que, sans que ça soit tabou, parce qu'on en parlait, hein, de la guerre, de l'antisémitisme et tout ça, mais qu'on puisse être amis. Et vous avez trouvé, enfin, J'ai trouvé des choses, mais on ne trouve jamais une solution. On trouve des tas de fragments, et c'est ce puzzle que j'ai reconstitué en écrivant ce livre, Le fleuve Combel, qui est contenu dans le volume Occupation. dans celui-là, dans Voilà. ce Voilà. livre-là. Et effectivement, vous rendez le personnage attachant. Vous rendez le personnage, enfin la personne Combel attachant parce que justement vous êtes complètement dans la nuance et ça rejoint cette intro que j'avais beaucoup aimé à l'époque quand votre livre était sorti. Je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Où vous avez fait toute votre intro apologie de la zone grise. Donc, apologie de la zone grise, c'est justement sur cette problématique des écrivains collaborationnistes. Et je crois que ça devait être contemporain de toute la discussion qui avait lieu sur les publications de Céline chez Oui, Gallimard, oui, tout à fait, oui. dans lequel vous étiez engagé et qui a beaucoup divisé en fait le monde de l'édition.
On peut vous demander d'ailleurs où ça en est maintenant? Ça en est nulle part. Ça n'a pas été annulé, ça a été reporté. Je pense que la maison d'édition attend des jours meilleurs. Surtout, alors après ce qui vient de se passer avec le Covid et tout ça, ils ont d'autres soucis que de... Quand ils ont vu tout ce que ça avait suscité, je pense que ça apparaîtra dans quelques années, quand les esprits se seront calmés. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait bientôt plus de survivants de cette période-là va changer en fait notre manière d'aborder l'histoire, enfin dans l'historiographie? Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il n'y ait plus de survivants, de la collaboration ou même de la résistance. Ça, c'est dommage, bien sûr, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait plus de survivants de la Shoah. Parce qu'il n'y a pas de révisionnisme, il n'y a pas de négationnisme sur la résistance ou sur la collaboration. Et quand il y en a, ce sont des polémiques d'historiens voilà, auxquelles on peut participer et qui sont assez claires. En revanche, il y a du négationnisme sur la Shoah depuis 50 ans, qui est public. Et là, il y a eu jusqu'à présent des gens pour leur répondre, des gens pour montrer un numéro sur un avant-bras. Dans quelques années, il n'y en aura plus. Ça sera beaucoup plus difficile, surtout dans une époque de fake news, de bobards, d'Internet, de fausses informations, de dire, notamment à des jeunes, parce que vous savez que vous avez beaucoup d'écoles, de lycées qui vont à Auschwitz. Il y en a, quand ils y vont, vous avez des gamins qui disent, parce qu'on les entend, ils disent, mais tout ça c'est de la mise en scène, c'est du cinéma. C'est du cinéma, ça a été reconstitué, c'est pas pour de vrai. Vous voyez, c'est ça. C'est les mêmes qui font très souvent des selfies devant le four crématoire. Bon, je veux dire, ça existe ça aussi. Voilà, moi ce qui m'embête, c'est l'absence de témoins de la Shoah. Parce que le travail qui a été fait par eux dans les lycées et les écoles pour témoigner est un travail admirable. D'autant plus admirable, il ne faut pas oublier une chose, que tous ces gens sont très très âgés. Témoigner dans une école quand on est en pleine forme, ça va, mais je me souviens, pas seulement à Shoah, mais même des résistants. Lucie Aubrac, elle avait 90 ans, elle continuait à aller en plein hiver dans des écoles tout à fait au bout de la France, parce qu'elle était invitée à témoigner sur la résistance. C'est pas évident. Hein. Est-ce que ce combat ne va pas être un combat d'arrière-garde? En tous les cas, il est en train d'évoluer, effectivement, avec la disparition des derniers survivants de la Shoah. Et en fait, d'ailleurs, c'est notre génération, celle qui est née juste après ou après la guerre, qui a connu donc des survivants de la Shoah ou des survivants de la guerre, qui en a bien connu. Ça va être à nous. Les petits-enfants décideront de mettre le numéro de leur... On a vraiment un problème avec ça. Non, c'est Marthe. Marthe qui a un problème avec son téléphone. Voilà. Donc, non, je voulais juste revenir sur effectivement cette crainte, qui est peut-être un combat d'arrière-garde. Non, c'est un combat d'avant-garde, puisque c'est ce qui nous attend dans les années à venir. Alors, oui, c'est un combat d'avant-garde. Même ceux qui étaient des enfants, même les enfants cachés, qui peuvent témoigner de ce que c'était d'avoir été un enfant caché, même ceux-là, dans quelques années, ça va être plus difficile à les faire témoigner, soit qu'ils ne seront plus là, soit qu'ils seront trop âgés pour se déplacer. Donc, il faut bien prendre conscience. C'est pour ça que c'est important tout ce qui a été enregistré. Beaucoup de choses ont été faites. Parce que vous avez beaucoup écrit sur la période de l'occupation, avec toutes sortes d'entrées différentes, puisque ça a donné Sigmaringen, Lutetia, la cliente, oui, c'est ça, enfin bon, toutes sortes de livres, et puis évidemment, même le dernier Decamondo, ça traverse aussi l'occupation. Oui. Donc, est-ce que en écrivant sur ces sujets-là, vous avez, qu'est-ce qui vous a motivé? C'est parce que vous aviez l'impression de faire aussi quelque part œuvre utile, parce que c'était des périodes et des... Non.
Non, mais Derrière moi, personne. je suis Ah, pas pas ni du un, tout. je suis Non. pas un philanthrope ni rien de tout ça. Non, non, ma prise de conscience, elle vient de mes conversations avec mon père, très jeune, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, parce que Et votre père était engagé, c'est ça? oui, comme il était engagé à 18 ans, il a anticipé l'engagement pour entrer dans l'armée d'Afrique, parce qu'il était en Algérie, en Oran, donc dans l'armée d'Afrique, et la deuxième DB de Leclerc, et donc le débarquement en Provence, la campagne d'Italie, la campagne d'Alsace, Strasbourg et le nid d'Aigle d'Archesgaden. Bon, ça c'est ce à quoi il a participé. Mais en parlant de tout ça avec lui pendant très longtemps, j'ai pris conscience que l'occupation a été une période extraordinaire parce qu'en très peu de temps, 4 années, ce qui est rien, ça, ça, ça a eu le pouvoir de cristalliser le meilleur et le pire de chacun. Hmm. Pour moi, l'occupation, c'est un révélateur de ce qu'est un peuple. Et ceux qui étaient un peu lâches en période de paix se sont révélés très lâches, et ceux qui étaient un peu courageux, très courageux. Et ceux qui étaient un peu attentistes, ben, se sont révélés très attentistes. Euh, c'est en ça que c'est ça qui m'intéresse. C'est l'intensité incroyable de la, de l'époque et de l'atmosphère. L'atmosphère a eu ce pouvoir incroyable de radicaliser les gens dans ce qu'ils avaient de meilleur et de pire. Alors, il y a quelqu'un qui écrit quelle réflexion concernant les publications d'auteurs comme Céline, voire dans plusieurs années, et d'autres, donc persistance des écrits, disparition des témoins de la Shoah. Donc, je sais pas vraiment des réflexions sur les publications d'auteurs comme Céline. Euh, oui, c'est-à-dire que finalement, je ne sais pas si c'est ce que cette personne veut dire, que les publications des auteurs qui ont été en fait antisémites, elles vont perdurer, alors qu'il y aura de. Enfin bon, il y a énormément de publications aussi, de témoignages sur la Shoah. Céline est dans la Pléiade. Oui, 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 oui. Bon. Ça, Et si il faut éradiquer du catalogue de l'édition française des auteurs qui, d'autre part, par ailleurs, sont incontestablement antisémites, eh ben, il ne va plus rien rester. Il y en a qui vont me dire ça n'a aucune importance. Ben, je dirais non, c'est la littérature d'abord. quel est le premier livre que vous avez écrit et qui a été publié? D'ailleurs, est-ce que c'est le même d'ailleurs? Premier livre écrit, est-ce que ça a été publié? Oui, 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 non, c'est une enquête journalistique sur les journalistes, sur les grands reporters, le travail des grands reporters. Donc ça n'a pas été le dernier des Camondo est arrivé en non? Non, j'ai écrit des tas d'enquêtes journalistiques sur différents sujets avant de. Mais quand même, parmi ces enquêtes journalistiques, il y en avait une, c'était sur les conversions, qui s'appelait Les Nouveaux Convertis, sur les conversions dans le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l'islam, et dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors, comme ça, est-ce que par exemple, c'est comme ça que vous vous êtes intéressé aux conversions notamment de certaines grandes familles juives au protestantisme au XIXe siècle? Au protestantisme, au catholicisme d'ailleurs. Oui, Oui, il y en a eu, oui. Bien sûr. Non, c'était pas par ce biais. Non, ça, je m'y suis intéressé parce que le milieu m'intéressait, parce que j'étais proustien, je suis toujours, passionné par Proust, donc c'est un peu le monde qu'il décrit, tout à fait. et parce que ben, c'est surtout par le biais des Camondo. Et comme je m'intéressais à cette famille, et je me suis aperçu que cette famille faisait tout pour être intégrée dans ce milieu, c'est pour ça. Alors, venons-en, je veux bien qu'on parle un petit peu du dernier des Camondo, qui est ça paraît peut-être un peu bizarre de parler aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas. Voilà. Ça paraît peut-être un peu bizarre de parler aujourd'hui du dernier des Camondo qui est paru il y a quand même assez longtemps. 20 ans, oui. 20 ans, oui, en 2000. Et que, bon, un livre dont je pense un peu tout le monde, enfin, à peu près tout le monde doit vous en parler, non? Pour moi, Oui, c'est c'est un vraiment livre, c'est un très curieux. Depuis 20 ans, on me demande tout le temps, enfin dans les salons du livre, tout ça, et, les gens achètent le dernier livre paru et me demandent presque tout le temps
ce livre-là, alors qu'il y en a d'autres sur d'autres sujets, à telle enseigne que je vais en faire un beau livre. C'est-à-dire le même texte, mais dans un autre format et abondamment illustré par des photos, des documents, des tableaux. Parce que les gens me disaient très souvent, mais vous racontez, mais on ne voit pas leurs meubles, on ne Ouais. voit pas leurs trésors, leurs tableaux, tout ça, leur collection, parce que c'est quand même des collectionneurs. Et c'est très frustrant de parler de collectionneurs si on ne voit rien. Enfin, on imagine, mais quand même. Non, mais tout à fait. C'est amusant parce que j'en parlais récemment avec une amie et il y a le musée Camondo à Paris. Oui, Donc, effectivement, il y a de quoi faire. Donc, la maison des Camondo existe encore et il y a de quoi bien faire. sûr, bien sûr. Il y a de quoi faire quelque chose. Alors, vous vous êtes intéressé au Camondo directement ou bien ça a été c'est cet univers-là du début du XXe siècle, qui est l'univers de la banque juive, où il y avait les Rothschild, les Pereire, les Camondo. Est-ce que eux, ça a été les premiers ou bien c'est arrivé Non, par… non, c'est eux les premiers. C'est eux les premiers. C'est les premiers parce que c'est le plus inconnu. Je m'intéressais beaucoup au Rothschild aussi, mais j'ai renoncé à faire une biographie parce que c'est trop énorme. Hum. Et, et par la suite, je me suis rattrapé en écrivant le portrait, Oui, et qui magnifique. est le portrait qui est une façon de parler de l'histoire de la famille Rothschild, mais pas de manière exhaustive, parce que c'est tellement énorme, les Rothschild. Et c'est eux-mêmes, hein, parce que j'ai eu quelques amis qui étaient Rothschild, et qui un jour m'ont dit, mais laisse tomber, tu vas jamais y arriver. C'est une folie parce que c'est trop gros, c'est trop gros. Ils m'ont convaincu quand ils m'ont dit qu'ils avaient commandé à un historien de l'art le catalogue raisonné de leur collection. Ça faisait 10 ans et qu'il était très loin d'avoir, enfin très loin, parce que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont comme collection, tellement il y en a. Oui, c'est foisonnant. Je me rappelle que chez Élie de Rothschild, il y avait dans la salle à manger, il y avait un grand tableau en long comme ça, avec, je crois, 52 châteaux. Et je leur ai demandé qu'est-ce que c'est. Ils m'ont dit, ben, on a fait peindre ça par un peintre. Ce sont nos châteaux. J'ai dit, ah bon, d'accord. On En voulait France, les avoir juste tous ensemble, quoi. tous situés en France? Non, il y en avait aussi en Angleterre. Ouais, c'est essentiellement, mais des châteaux habités, hein, pas, oui, habités par des Rothschild. Oui, il y en avait ça, je sais à peu près. 52. Alors, comment est-ce que… Bon, alors on va quitter le début Il y a du… quelqu'un qui vous écrit une question, là. Alors, Doris. bah Doris qui dit le destin tragique des Camondo, ils ont tous disparu. Oui, oui, Oui. on confirme. Ça, Il ne reste plus personne. Ouais. il ne reste plus personne, puisqu'en fait, sur la photo, on le voit, le fils s'est tué pendant la Première Guerre mondiale, il était pilote, hein, un Nissim de Camondo, et la fille qui était mariée avec 2 enfants a terminé à Auschwitz. Voilà. Et du coup, il y a même pas de cousins ou de… Non, alors il y a des gens qui ont essayé de relever le nom de Camondo, la famille Fua, qui sont des cousins, bon, Fua. et Fua, dont je parle des Fua dans mon livre, et eux, les Fua ont des descendants, enfin c'est des cousins éloignés, ils ont obtenu il y a quelques, je sais pas, 15 ans à peu près, l'autorisation par le Conseil d'État de rajouter de Camondo à Fua. Ah Mais, oui. mais ils ne sont pas Camondo. Ils ne sont pas Camondo. Alors, petite parenthèse, on retourne dans le dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature, qui porte bien son nom en fait, parce que vous expliquez pourquoi vous aimez la littérature. Enfin, c'est pas vous, mais enfin si, c'est vous. Si, en fait, si, c'est vous qui écrivez. Alors, il y a tout un chapitre, toute une entrée plutôt, lecture gratuite et désintéressée. Et en fait, vous dites, j'aurais tant aimé être étudiante à l'école privée de High Court dans le Kent en 1926. J'aurais eu le privilège d'écouter Virginia Woolf expliquer comment on lit un livre. Alors, voilà, et vous dites, ce court texte mériterait d'être le bréviaire des lecteurs.
et plus précisément des lecteurs professionnels qui sont les critiques en principe, qui sont en principe des critiques. Voilà, comment est-ce qu'on lit un livre? Comment est-ce qu'on peut lire un livre en fait de manière, avec quelle densité, de manière désintéressée? Alors, vous dites, Virginia Woolf est convaincue que le peuple des simples lecteurs exerce une énorme influence sur l'écrivain. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, bon, voilà, il vous dit en fait, c'est une lecture gratuite et désintéressée. Mais comment est-ce que des lecteurs peuvent exercer une influence sur l'écrivain? D'abord, les lecteurs écrivent des lettres. Je parle de l'époque de Virginia Woolf. Ouais. Elle avait une correspondance importante, comme tous les écrivains de l'époque. Aujourd'hui, ils écrivent des mails. Parfois des lettres, mais beaucoup plus de mails. Aujourd'hui, ça existait avant aussi, mais beaucoup plus aujourd'hui, les écrivains rencontrent des lecteurs. Ils les rencontrent en librairie et ils les rencontrent dans les salons du livre. Donc il y a un échange qui se fait. Parfois c'est un échange très furtif, hein. Ça ne va pas très loin, mais souvent c'est un échange qui parfois s'approfondit parce que c'est un premier contact, puis un deuxième, et puis voilà, ça va plus loin. Donc ça compte aussi. Je veux dire, quand je parle d'influence, il ne faut pas non plus exagérer, hein. Mais dans les lettres que reçoivent les écrivains, j'en connais qui parfois tiennent compte des observations. Parce qu'elles sont parfois très pertinentes. Ben oui, pas toujours, mais parfois oui. Et même sur mon blog, vous verrez dans les commentaires qui sont totalement délirants, se glissent une fois sur 10 des pépites de gens qui font des commentaires critiques sur le livre, très intéressants. Et ben ça c'est bien. Est-ce que, donc ça vous, bon, on le sait ou on le sait pas, ou enfin en tous les cas, d'aucuns considèrent que les écrivains sont des vampires, qu'ils absorbent. Ce qui est vrai. Un écrivain, c'est quelqu'un qui se nourrit de tout, qui vous suce le sang et qui se nourrit des autres. Moi, quand je suis en période d'écriture, c'est-à-dire très souvent, ou de préparation d'un livre, comme maintenant, tout ce que j'entends, tout ce que je lis, je le prends. Comme dit le dicton paysan, tout ce qui entre fait ventre. Et je me sers de tout. Je parasite tout ce qui passe. Évidemment, si ça m'intéresse, hein. Et je le note, et ça ressortira plus tard dans le livre, d'une manière ou d'une autre. Mais bien entendu, il ne faut jamais inviter un écrivain à dîner chez soi. Parce que tout votre chez-soi, tout votre chez-vous, vos amis à table, tout ça, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, non, l'écrivain, je ne sais pas si le mot vampire, parce que vampire, c'est le sang. Il n'y a pas que le sang, il y a beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est une métaphore. C'est une métaphore, on peut en prendre une plus neutre comme une éponge. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Qui absorbe tout. Oui. Bon, bah, écoutez, donc on va prendre garde et surtout n'invitez jamais. Non, Non. vous ne m'invitez pas. Ou alors au café, peut-être, au bistrot. Cela étant, vous êtes, enfin, il me semble, hein, puisqu'on vous a déjà accueilli à Strasbourg à plusieurs reprises à Librairie Kléber, au salon du livre d'Aviso, et puis vous allez beaucoup dans les salons du livre. Alors, j'aime bien, alors j'aime pas les foires, hein. Je n'aime pas les foires du livre. Ouais. Les salons, c'est souvent pour faire plaisir à des amis, parce que j'aime pas la foule. Mais là où je vais le plus, c'est à des rencontres dans des librairies. D'une part, parce que ça m'intéresse. Les lecteurs m'intéressent dans l'absolu. Et d'autre part, parce que je trouve que c'est la moindre des choses vis-à-vis des libraires. On passe notre temps, nous, les écrivains, à dire « Oh là là, les pauvres libraires, qu'est-ce qu'ils souffrent, qu'est-ce que c'est difficile pour eux, etc. » Or, si on veut aider les libraires, il n'y a pas 36 manières, il n'y en a qu'une. On va dans les librairies à la rencontre des écrivains pour des soirées spéciales, parce que c'est ça qui fait vivre la librairie. Ce qui fait vivre la librairie, c'est des rencontres. Et moi, je sais qu'à Brooklyn, j'ai vu une librairie faite par des copains, quoi, très grande, mais très, très mal fichue, etc. Eh ben, cette librairie m'avait beaucoup frappé. Il y a une rencontre par jour, à 18h. Oui, les fauteuils sont cassés, c'est des vieux fauteuils de cinéma, aucune importance.
mais c'est Brooklyn, hein, donc un quartier. Eh bien, il y a une rencontre par jour. Parfois, c'est une dame qui a écrit un livre de recettes de cuisine, et parfois, c'est un philosophe, parfois, c'est un romancier, un par jour. C'est énorme. Mais c'est ça qui fait vivre la librairie. Alors, par exemple, Kléber, il n'y en a pas un par jour, mais là, je pense qu'il y en a deux ou trois par semaine. Ah non, non, il y en a un par jour à Un Kléber. par jour, bah oui, mais Kléber, c'est énorme. Et des fois, il y en a Klé- deux par jour. Voilà, la quelle folie. Non, Mais ils sont Kléber, c'est énorme, Kléber. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est ce qui fait vivre la librairie, c'est ce qui fait vivre les libraires, non, les libraires, mais aussi, évidemment, il y a un bénéfice pour les auteurs. Ça fait venir des gens aussi dans une librairie. Là, on le voit à Kléber, lorsqu'ils font venir, des fois, ils font des signatures de jeunes youtubeurs ou influenceuses, donc voilà, en moyenne d'âge 25 ans. Il y a une queue absolument incroyable devant la librairie et on se dit, bon, bah, ça fait venir des gens aussi dans la librairie. Est-ce que aujourd'hui, alors certains se plaignent, d'autres disent que c'est un faux problème, qu'il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. On écrit de plus en plus, mais on lit de moins en moins. Qu'est-ce que Non, vous pensez? ça, j'y crois pas. Mais c'est une boutade. Il y a pas plus d'écrivains que de lecteurs. Alors, Non, non, heureusement. mais on écrit beaucoup. On écrit beaucoup. On écrit tout le temps, puisque les lettres, les mails, tout ça. Mais des livres, non. Il n'y a pas de surproduction. C'est un marché qui se régule de lui-même. Où ça se Quand- passe? Mais non, je parle. Bonjour Marthe. C'est marrant. Ça restera. C'est la femme invisible. Oui, ça restera. D'accord. Bon. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le sujet Sur le sujet que vous voulez. le sujet que vous voulez? Donc, j'aimerais bien. Il suffit de parler. Alors, Oui, Pour prendre la parole, il suffit de parler. Voilà. c'est Doris, si je peux parler. Vous m'entendez? Oui, Oui, voilà. Donc, je voulais dire d'abord que je trouve extrêmement intéressant le sujet que vous avez choisi, c'est-à-dire, comme vous dites, cette zone grise de l'occupation, parce que peut-être que c'est là, et en France en particulier, qu'il y a eu comme ça vraiment des gens qui, à la fois peut-être, disons, La sœur de Astrid. sans aider des juifs, voilà, et ça s'est pas tellement vu dans les autres pays. Et j'ai aussi une deuxième question, c'est-à-dire vous parlez de Dernière, Saint-Prémy, mais en fait, vous avez choisi de travailler sur le passé, donc ça fait que vous inspirez peut-être moins de ce que vous voyez autour de vous. Voilà. Bon, allez. alors, Ma je question. je vais vous répondre, madame, mais juste je voudrais dire une chose à Gabriel. Tu m'entends, Gabriel? Gabriel? Il y a comme un problème. Gabriel, c'est bon, c'est bon. tu m'entends? Très bien, très bien. Oui, tu sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, parce que je fais souvent des conférences Zoom. Il faut téléphoner à Marthe pour lui dire de couper son micro. Mais Parce j'arrête pas de que, lui couper son micro. non, mais elle le fasse. Il faut lui téléphoner et lui D'accord. dire coupez votre micro, parce que chaque fois qu'elle parle, elle ne s'en rend pas compte, ça intervient. Et donc, je voudrais répondre à la dame. À Doris C'est Angèle. Je précise Doris Angèle qui à écrit. Doris. Oui, Doris Angèle écrit sous le pseudo de Annette Fern des petits polars, voilà, publiés aux éditions du Verger. Très bien. Là, très bien. Oui, moi, j'ai écrit quelques romans qui se passent aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai un tropisme historique. En fait, j'ai écrit des livres d'histoire qui sont des biographies, des pures biographies. Après, j'ai écrit des romans qui sont des purs romans. Et depuis quelques années, c'est vrai que j'ai trouvé la forme qui me va le mieux. C'est quelque chose qui est hybride et qui est la rencontre entre l'histoire, avec un grand H, et la littérature. Alors, ce ne sont pas des romans historiques, c'est autre chose. C'est autre chose, je ne sais pas comment le définir. Des romans en prise avec l'histoire, mais c'est ça que j'aime. Et c'est tout à fait illustré par Lutetia, par Sigmar Engen, où tout ce que je raconte est incontestable,
parce que j'ai tous les documents, j'ai fait toutes les recherches, mais je me suis permis de mettre en scène les témoignages, les archives, les documents. Pareillement pour Kipling. En fait, mes 3 derniers romans ont été faits sur ce mode-là. Doris, tu entends? Oui, oui, j'entends, j'ai coupé parce que j'ai Oui, mais cru. est-ce que tu as quelque chose à répondre? Euh, non, non, j'ai coupé parce que j'avais peur que ça interfère, quoi, c'est ça. Pas de Non, problème. je veux dire, oui, 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 j'ai très bien compris et je trouve que D'accord, d'accord, ok, pas de problème. Alors, Non, non. il y a quelqu'un, Est-ce Valérie? que les lectorats évoluent en même temps que les livres? Est-ce que M. Assouline a l'impression, en rencontrant ses lecteurs, que c'est pas les mêmes qui lisent les romans, les historiques ou pas historiques, enfin en prise avec l'histoire par rapport à ses biographies? Alors, on sait aujourd'hui comment ça se passe, hein. Pas seulement vis-à-vis de moi ou de mes livres, mais on sait comment ça se passe avec les lecteurs en général en librairie. Le lecteur de romans est une femme de plus que 50 ans. La majorité des lecteurs de romans sont des femmes de plus de 50 ans. Ce qui n'empêche que j'ai eu beaucoup de femmes qui ont lu mes biographies, mais pour la plupart, c'est ça. Les livres d'histoire et les essais politiques et historiques sont lus pour la plupart par des hommes. Ça, c'est la distinction. Alors maintenant, il y a des livres hybrides. Ce que je fais, c'est hybride. Ben, c'est lu un peu par les deux. Mais si vous voulez savoir avoir un tableau de ce qui se fait globalement en librairie, c'est ça. D'accord. Et, Séfarade est un livre hybride peut-être? Alors, Séfarade est un livre tellement hybride que je ne saurais même pas vous dire à quel genre il appartient. Parce que Retour à Séfarade, c'est marqué roman, parce que je me suis pris pour un Don Quichotte séfarade, et donc tout roman rend hommage à Cervantes. Mais c'est vrai que c'est très spécial, parce que dedans, vous avez du roman, bien sûr, mais aussi du scénario, vous avez des portraits, de l'enquête journalistique, de la poésie, il y a de tout. Si bien que quand j'étais en Espagne pour la promotion de ce livre, quand il est sorti en espagnol, je répondais toujours es un cocido, c'est-à-dire c'est un pot-au-feu. Le plat national en Espagne, c'est le cocido, parce que dedans, il y a pas seulement de la viande et des légumes, mais de toutes les viandes et de tous les légumes. Et ça suffit à faire un repas par jour, si vous mangez ça. Notamment le cocido madrilène, qui est le plus célèbre. Et vous allez dans toutes les régions d'Espagne. Et donc, mon livre, c'est ça, c'est un cocido. Mais si j'avais marqué sur la couverture, à la place de roman cocido, ça aurait été un peu compliqué. oui, je vous confirme. Alors, il y a quelqu'un qui me demande au sujet des rencontres dans les bibliothèques municipales. C'est vrai que Oui. ça, c'est pas tellement fréquent. Ah si, j'en fais, quand je dis rencontre, c'est évidemment librairie, mais médiathèque, beaucoup de médiathèques, et bibliothèques municipales. Et même dans des prisons. Quand on me demande dans des prisons, j'y vais aussi très volontiers. D'accord. Mais pour moi, les médiathèques, les librairies, c'est pareil. Médiathèque, librairie, c'est pareil. Voilà, d'accord. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, Janine. Moi, je suis frappée. Bonjour, Monsieur Assouline, et merci Bonjour, madame. pour vos propos. Je suis frappée parce que vous venez de dire il y a un instant que le lectorat majoritaire des romans, ce sont des femmes de plus de 50 ans. Et ça me met en mémoire cette vieille idée que les romans, c'est une lecture de femmes et que les livres sérieux, c'était quelque chose qui a été depuis très très longtemps dans la mémoire collective, et que les livres sérieux, ce sont des livres lus par les hommes. On sait même que dans la littérature juive, le Tsenarena, c'était du roman à partir des textes juifs, et que c'était destiné à un lectorat de femmes. Alors, je voulais vous savoir ce que vous avez à dire de ça. Ce que je vous dis là, c'est le résultat d'enquêtes de lecteurs faites par des sociologues
mais depuis 40 ans, 50 ans. Il y en a régulièrement et ça confirme à chaque fois la même chose. Ce qui est intéressant, c'est pas ce résultat. Ce qui est intéressant, c'est le paradoxe qui est dans ce résultat. Parce que les livres, les romans lus par des femmes, ils sont écrits par des hommes. Il y a très peu de femmes qui écrivent des romans. Vous allez me citer des noms, hein, mais statistiquement, les romans sont écrits par des hommes. Les romans qui se vendent en France. Quand on dit roman, n'oubliez pas une chose, hein, on parle des romans qui paraissent en France, y compris étrangers, traduits. Il ne faut pas oublier que la France est le pays qui traduit le plus. 20% de ce qui est en librairie, ce sont des traductions. C'est énorme. Aux États-Unis, c'est 2%. Donc, on a une vraie curiosité vis-à-vis de l'extérieur. Bon, eh bien, la majorité de ces romans sont écrits par des hommes. C'est incroyable. Et dans le même temps, alors vous allez me dire, ah ben oui, peut-être que dans l'édition, c'est très machiste, sexiste. Pas du tout. L'édition est un métier féminin aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des grands patrons, pas tous, mais qui sont des hommes. Mais tous les métiers qu'il y a dans l'édition, depuis correctrice, attachée de presse, directeur littéraire, directeur de maison d'édition, en grande majorité, ce sont des femmes. Et pourtant, elles publient des livres faits par des hommes, écrits par des hommes. Elles ne se posent pas la question. C'est normal, elles ont raison. Mais c'est ça le paradoxe qui est intéressant. Non, il y a cette vieille idée chez les hommes que le roman, c'est sentimental. Donc, c'est pas pour eux. Et que l'histoire, la politique, ça, c'est concret. C'est ça. Ça, c'est une vieille idée, évidemment assez machiste, mais qui perdure, en tout cas dans l'inconscient. Ouais. D'ailleurs, Janine, au Salon du Livre de la Vizzo, je ne sais pas si tu visualises, mais il y a un énorme pavé avec tous les romans et c'est toujours des femmes qui sont autour et on a un énorme coin où il n'y a que des essais, politique et littérature. Non, pas littérature, que des essais historiques et politiques actuels. Et je me rappelle, pendant des années, on cherchait, et de temps en temps, lorsqu'il y avait des vendeurs hommes bénévoles, hein, ils étaient uniquement aux essais. C'est-à-dire, effectivement, il y a un gender, je ne sais pas comment on dit, en tous les cas, il y a effectivement un genre associé au style. Quoi. Ça nécessite, ça mérite réflexion, bien sûr. Donc, Janine, qui écrit aussi, qui est aussi écrivaine, professeure agrégée de français, etc. Voilà. Et, merci beaucoup. Écoutez, moi, je voudrais poser une petite question concernant la période où vous avez dit que chacun pouvait se révéler pire ou meilleur. Et moi, j'ai une question que je me pose toujours, que je posais à mes élèves ou que je posais à mes collègues. Parmi les écrivains, il y a beaucoup de romanciers qui sont passés du côté de la collaboration. Par contre, aucun poète, à ma connaissance, je ne sais pas si peut-être il y en a-t-il eu, mais à ma connaissance, en France, en tout cas, je ne sais pas s'il y a eu des poètes qui sont passés dans la collaboration. Ils étaient pratiquement tous du côté de la résistance passive ou active. Donc, comment expliquer ce phénomène? Voilà, c'est la question que je pose un petit peu. C'est intéressant, madame, parce que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Et je vous remercie parce qu'elle me fait réfléchir tout d'un coup. Alors, j'essaie de réfléchir à voix haute. Il y a une chose qui est vraie, c'est que les poètes, qui ne sont que poètes, avant la guerre, étaient dans le camp de la gauche. Et ils étaient dans le camp antifasciste. D'une part, les poètes de nature sont moins engagés dans la cité que les écrivains. Encore une fois, c'est ceux qui ne sont que poètes, parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'écrivains qui écrivent des romans, des essais, des biographies et des volumes de poèmes. Quelqu'un, par exemple, comme Paul Morand. Paul Morand, avec ses premiers livres, sont des poèmes. Alors, Robert Desnos, par exemple, qui est mort dans un camp, déporté, Desnos était journaliste. Il vivait du journalisme, pas de la poésie. En fait, il y a deux choses me viennent à l'esprit. C'est qu'il y a eu un mouvement
très important dans la résistance de poètes autour de Pierre Segers et de Pierre de Lescure et d'une revue qui s'appelait Poésie 40, etc. Et cette revue a agrégé autour d'elle les poètes de la résistance. Et le rôle de Pierre Segers a été très important. Et puis, quand même, chez les résistants, le plus exemplaire de tous les écrivains, je parle de l'ensemble des écrivains de la résistance incontestable, pas des résistants ambigus, etc. Pas un Malraux, pas tout ça, non. C'est quand même René Char. Le grand écrivain de la résistance, par son engagement personnel, c'est René Char. C'est-à-dire quelqu'un qui, dès le début de l'occupation, décide qu'il continuera à écrire, mais qu'il ne publiera rien tant que les Allemands seront là, qui ne soumettra jamais son manuscrit à la censure allemande, premièrement. Et deuxièmement, dès l'occupation, le début, c'est quelqu'un qui prend les armes, qui a monté un maquis et qui a dirigé dans le Luberon, là où il habitait, pendant 4 ans, un maquis sous le pseudonyme du capitaine Alexandre. Et donc, il a pris les armes, qui s'est battu. Voilà. C'est intéressant que l'écrivain, entre guillemets, l'écrivain le plus incontestable de la résistance soit un poète. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question, Judith Marek, qui a permis une réponse très intéressante et instructive. Et Judith Marek, qui publie aussi des livres. Voilà, et que vous verrez peut-être au prochain salon du livre de la Vizzo. Voilà. Bien, on arrive à la fin. Il est 17 h. Si quelqu'un veut encore intervenir, c'est maintenant. Et sinon, je vous remercie à tous d'être venus à cette réunion Zoom, à cette rencontre avec Pierre Assouline, où on n'a pas échangé, cher Pierre. On a bavardé, voilà. On a discuté, on a fait, je dirais même, on a parlé, incroyable, comme dans les siècles autrefois, mais on n'a pas échangé parce que non, voilà. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux, j'espère. Nous avons pratiqué, grâce à toi, Gabriel, l'art de la conversation. Très bien. C'est quelque chose qui se perd et qu'il ne faut pas perdre. Merci beaucoup. Je partage tout à fait ce point de vue. Et les messages que j'ai sont très positifs. Donc, vraiment, merci à toi d'avoir accepté. Merci au consistoire de continuer toute cette vie communautaire consistoriale sur Zoom. Ils ont réagi extrêmement vite au début du confinement. Donc, je le rappelle toujours parce que franchement, c'était très bien vu. Et puis surtout, Pierre Assouline, j'espère à très bientôt. À bientôt. Pour parler de prochains livres. Voilà, et j'arrête maintenant la réunion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde et à bientôt. On vous tient au courant pour la suite. Oui. Voilà. Au revoir.